Bonjour à toutes et à tous, bienvenue aujourd'hui, on va plonger ensemble au cœur même de la matière, là où se cachent les forces les plus puissantes de tout l'univers. On va parler des transformations nucléaires. C'est un sujet qui peut paraître compliqué, mais vous allez voir, c'est absolument fascinant et ça explique plein de choses autour de nous. Alors accrochez-vous, c'est parti. On va commencer par une énigme cosmique. Le Soleil, notre étoile. Il nous envoie une quantité d'énergie absolument colossale, et ce depuis plus de 4 milliards et demi d'années, sans jamais faiblir. Clairement, ce n'est pas un simple feu de camp. Alors, d'où vient toute cette énergie? Quel est son secret pour durer aussi longtemps? Eh bien, pour trouver la réponse, on va devoir changer complètement d'échelle. On va faire un zoom, mais un zoom vertigineux. On quitte l'infiniment grand, l'espace, pour plonger dans l'infiniment petit, jusqu'au cœur de l'atome, son noyau. C'est là, dans cette particule minuscule, que tout se joue. D'accord. Alors pour s'y retrouver, les physiciens ont inventé une sorte de carte d'identité pour chaque noyau. C'est ce qu'on appelle la notation AZX. C'est super simple, vous allez voir. Le grand X, c'est le symbole de l'élément chimique, comme U pour l'uranium ou H pour l'hydrogène. En bas à gauche, on a Z. Z, c'est le numéro atomique, c'est-à-dire le nombre de protons. C'est ce qui définit l'élément. Et en haut à gauche, on a A, le nombre de masses. Lui, il nous donne le nombre total de particules dans le noyau, les protons plus les neutrons. Voyons voir si ça marche pour les particules qui nous intéressent. Pour un proton, c'est facile. Il a une charge, donc Z égale 1, et il compte pour 1 dans la masse, donc A égale 1. Pour un neutron, il n'a pas de charge, donc Z égale 0, mais il pèse autant qu'un proton, donc A égale 1. Logique. Et l'électron alors? Eh bien, comme il n'est pas dans le noyau, son nombre de masse A est 0. Et sa charge est négative, donc Z, c'est moins 1. Vous voyez, ça marche pour tout. Bon, on pourrait penser que tous les atomes d'un même élément sont identiques. Après tout, s'ils ont le même nombre de protons, Z, ils devraient être de parfaits clones, non? Eh bien, la nature est un peu plus subtile que ça. Et cette subtilité, ça s'appelle les isotopes. Imaginez des jumeaux. Ils appartiennent à la même famille, c'est le même élément chimique, parce qu'ils ont exactement le même nombre de protons, le même Z, mais ils n'ont pas le même nombre de neutrons. Du coup, leur masse, le fameux nombre A, n'est pas identique. Prenons un exemple très célèbre, l'uranium. On a l'uranium 235 et l'uranium 238. Dans les deux cas, Z est égal à 92. Ils ont bien 92 protons, donc ce sont tous les deux des atomes d'uranium. Mais l'un a 235 particules dans son noyau et l'autre en a 238. Cette toute petite différence de 3 neutrons, ça peut paraître anodin, mais vous allez voir que ça change absolument tout. Maintenant qu'on a fait connaissance avec nos acteurs, la grande question c'est comment on fait pour libérer cette énergie incroyable qui est stockée dans le noyau? Eh bien, il existe deux grandes méthodes, deux stratégies opposées pour y arriver, la fission et la fusion. Alors là, attention, c'est un point absolument crucial. Dans une réaction chimique normale que vous connaissez, les atomes se réarrangent. Ils changent de partenaire un peu comme un jeu de Lego. Mais les briques, les atomes, restent les mêmes. Ici, dans le nucléaire, on change complètement les règles. On ne réarrange pas les briques, on transforme les briques elles-mêmes. Un atome d'uranium peut devenir du xénon ou du strontium. C'est un peu le vieux rêve des alchimistes qui devient réalité grâce à la physique. Mais attention, ce n'est pas l'anarchie pour autant. Il y a des règles très strictes qu'on doit respecter. Ce sont les lois de conservation, qu'on appelle aussi lois de Soddy. C'est très simple. Au cours d'une transformation, le nombre total de masse A doit rester le même avant et après. Et le nombre total de charge Z doit lui aussi rester le même. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Ça marche aussi ici. Première stratégie donc, la fission. Fission, ça veut dire casser. On prend un gros noyau, bien lourd et un peu instable, comme celui de l'uranium 235. On lui envoie un neutron dessus, le noyau l'absorbe, il devient totalement instable et paf, il éclate. Il se brise en deux noyaux plus petits et plus légers. Et cette cassure libère une énergie monstrueuse, et surtout d'autres neutrons, qui vont à leur tour aller percuter d'autres noyaux, qui vont se casser, et ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle une réaction en chaîne. La deuxième stratégie, c'est exactement l'inverse, la fusion. Au lieu de casser, on va assembler. On prend deux noyaux, très très légers. Le problème, c'est que les noyaux sont chargés positivement, donc ils se repoussent. Pour les forcer à se coller, il faut des conditions extrêmes, des températures et des pressions délirantes, comme au cœur du Soleil. Si on y arrive, ils finissent par fusionner pour former un noyau un peu plus lourd. Et l'énergie qui est libérée à ce moment-là, elle est encore plus grande que pour la fission. Bon, fission, fusion, ce ne sont pas juste des concepts théoriques. Ce sont des phénomènes qu'on observe et qu'on utilise. On va revenir à nos deux exemples du début, le Soleil, loin dans le ciel, et les centrales nucléaires, bien sur Terre.
Et voilà, le mystère du Soleil est enfin résolu. Notre étoile, c'est en fait un réacteur à fusion nucléaire absolument gigantesque. C'est la fusion de noyaux légers qui lui fournit son énergie quasi inépuisable depuis des milliards d'années. Plus précisément, au cœur du Soleil, ce sont des isotopes de l'hydrogène, le deutérium et le tritium, qui fusionnent. À des millions de degrés, ils s'assemblent pour former un noyau d'hélium, tout en éjectant un neutron. Et c'est cette réaction répétée des milliards de fois par seconde qui produit toute la lumière et la chaleur qu'on reçoit sur Terre. Alors sur Terre, vous vous en doutez, recréer les conditions du Soleil pour maîtriser la fusion, c'est encore un immense défi scientifique et technologique. Pour le moment, pour produire de l'électricité à partir du nucléaire, on utilise donc l'autre méthode, la fission. Voilà une réaction typique qu'on trouve dans le réacteur d'une centrale. Un neutron arrive sur un noyau d'uranium-235. Celui-ci se brise pour donner un noyau de xénon et un noyau de strontium. Et regardez bien, ça libère 3 nouveaux neutrons. Ces 3 neutrons vont pouvoir à leur tour déclencher 3 autres fissions. C'est bien la réaction en chaîne, mais cette fois-ci, elle est contrôlée. Depuis tout à l'heure, j'utilise les mots immense, colossal, monstrueux, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Mettons des chiffres là-dessus, pour vraiment prendre la mesure de la puissance dont on parle. Tenez-vous bien, la fission d'un seul petit kilogramme d'uranium libère 8200 milliards de joules. C'est un 8-2 avec 12 zéros derrière. C'est un chiffre qui donne le vertige. C'est presque impossible à se représenter. Maintenant, pour comparer, prenons quelque chose qu'on connaît bien, la combustion du charbon. C'est une réaction chimique classique. Si on brûle 1 kg de charbon, on obtient 25 millions de joules. C'est déjà pas mal, c'est ce qui a alimenté la révolution industrielle. Mais quand on fait le calcul, la comparaison est juste sans appel. La fission d'un kilo d'uranium libère plus de 3 millions de fois plus d'énergie que la combustion d'un kilo de charbon. 3 millions de fois. C'est ça, la densité énergétique du nucléaire. C'est absolument phénoménal. Bon, on a vu beaucoup de choses. C'est le moment parfait pour faire une petite synthèse, pour s'assurer que les idées les plus importantes sont bien claires pour tout le monde. Alors, ce qu'il faut absolument retenir. Premièrement, les réactions nucléaires transforment les éléments eux-mêmes, contrairement aux réactions chimiques. Deuxièmement, tout ça obéit à des lois strictes. Les nombres A et Z sont toujours conservés. Troisièmement, il y a 2 types de réactions. La fission, où on casse un gros noyau, et la fusion, où on assemble des petits noyaux. Et enfin, dans les 2 cas, la quantité d'énergie libérée est gigantesque. On termine avec une question un peu plus ouverte. Cette énergie incroyable, cachée au plus profond des atomes, c'est un outil d'une puissance inégalée. Alors, est-ce que c'est une promesse pour notre avenir énergétique ou une menace qu'il faut manipuler avec une prudence infinie? C'est l'un des plus grands débats scientifiques et de société de notre temps. Voilà, j'espère que tout était clair. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner et à partager la vidéo à vos amis pour qu'ils assurent en physique-chimie eux aussi. Merci de votre attention et à très bientôt.